Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de webinaire Brainwave avec aujourd'hui un format un petit peu particulier, un format de table ronde pour parler d'un sujet qui n'est pas facile et qui n'est pas si souvent que ça traité, qui est le sujet de la revue des accès aux infrastructures. Alors on connaît la revue périodique des accès aux applications pour les droits des utilisateurs métiers. Maintenant, aujourd'hui, on veut se focaliser vraiment dans les couches basses et y aller regarder comment on peut décliner ce principe de service de revue au niveau de l'infrastructure. Alors, pour répondre à mes questions et à vos questions et aborder ce sujet passionnant, sur notre panel aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien et Alan. Sébastien Genestou, qui est le practice leader sur la gestion des identités pour BT. Bonjour Sébastien. Hello. Bonjour à tous. On te voit. Bonjour Cyril. Bonjour et bienvenue Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques mots ce que vous faites chez BT? Oui, bien sûr. Donc Sébastien Genestou, donc je suis responsable, comme tu l'as dit, de la practice Identity and Access Management chez BT. Très rapidement, je vais peut-être présenter BT et ce que l'on fait autour de la gestion d'identité. Donc BT, c'est l'opérateur téléphonique historique en Grande-Bretagne et aujourd'hui c'est un groupe multinational connu comme opérateur télécom, mais qui possède également une branche qu'on appelle Global Services, qui délivre des services autour de la communication pour ses différents clients, avec notamment des services centrés autour de la sécurité, et tout ça à travers le monde. Donc BT Security, qui est cette entité, comprend plus de 3000 personnes dans le monde, avec en France plus de 150 personnes dédiées à la sécurité. Donc l'offre BT s'articule autour de l'offre BT Sécurité s'articule autour de 5 pôles principalement que je vais lister très rapidement. Donc il y a l'intégration de solutions de sécurité, firewall, l'automatisation. Il y a un pôle GRC qui réalise des audits et des assessments autour de tout ce qui est lié à la sécurité. Un pôle ethical hacking qui réalise des campagnes de tests d'intrusion. Un pôle CyberSOC en France qui assure la détection et la réponse aux incidents pour leurs clients et qui peut être connecté aussi aux autres SOC répartis à travers le monde pour les clients multinationaux. Et un pôle Identity and Access Management dont je suis responsable pour tout ce qui touche à la gestion des identités des accès, la gouvernance, la gestion des comptes à privilèges et toutes les problématiques autour de l'Access Management, SSO, MFA, fédération, ce genre de choses. Donc, nous accompagnons nos clients dans l'intégration de solutions de gestion d'identité depuis plus de 15 ans maintenant. Concernant notre relation avec Brainwave, nous sommes partenaires depuis 2015. On réalisait de beaux projets ensemble pour plusieurs grands comptes. Les plus notables étant une institution bancaire européenne, française, pour qui nous avons mis sous contrôle les infrastructures Microsoft, donc l'AD, SharePoint, Exchange, répertoire partagé, pour répondre à des enjeux réglementaires. Un acteur majeur de la grande distribution, pour qui nous avons mis sous contrôle principalement les comptes applicatifs. Un acteur de la réassurance, pour qui nous avons mis aussi sous contrôle les applications critiques, aussi pour des besoins réglementaires. Une entité CIB dans une grande banque française pour qui nous avons mis sous contrôle les applications sensibles aussi pour des raisons réglementaires. Et pour finir, une grande bibliothèque française pour qui nous avons mis aussi en place des contrôles, des dashboards sur des applications les plus sensibles. Donc voilà, pour conclure, je voulais juste insister sur le fait qu'au-delà d'être un opérateur télécom réseau international de premier plan, BT est aussi un fournisseur de services notamment de sécurité, et qu'il existe en France un pôle dédié à l'Identity and Access Management avec des références significatives sur tous les domaines de l'IAM et notamment sur l'intégration de la solution Brainwave. Et pour ceux que cela intéresse d'en savoir plus, je reste bien évidemment à votre disposition. Voilà, j'ai fini.
Merci Sébastien. En face de toi ou avec toi sur ce panel, nous allons retrouver Alan Burguin, qui est un des consultants qui travaille dans l'équipe Brainwave et basé au Canada en l'occurrence. Bonjour, bienvenue Alan. Bonjour Cyril, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Peux-tu nous dire toi aussi en quelques mots les projets sur lesquels, enfin les projets les plus significatifs sur lesquels tu as pu intervenir au sein de Brainwave? Oui, alors pour ma part, je suis consultant en service professionnel chez Brainwave, c'est-à-dire que j'aide nos clients, nos partenaires à tirer le meilleur parti de notre solution GRC Analytics, donc à des fins de cartographie d'accès, contrôle d'accès euh, et de revue des accès, bien évidemment. Alors, ce faisant, j'ai participé à la conception de plusieurs processus de revue d'accès au niveau applicatif, mais aussi au niveau des ressources d'infrastructure, donc pour plusieurs clients européens et nord-américains, puisque comme tu le disais, je suis basé en Amérique du Nord. Et puis, finalement, comme c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la revue des accès au niveau des ressources d'infrastructure, je suis aussi là pour vous partager peut-être mon expérience, mon ressenti sur les projets de revue d'accès au niveau infrastructure que j'ai pu mener pour des universités nord-américaines, pour des entreprises d'IT, finance en Europe. D'accord. Alors écoute, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est la neige, mais c'est vrai la ligne n'est pas de très bonne qualité. J'espère que ça s'améliorera. Voilà. On t'a entendu, mais c'était un petit peu robotique. Bon, mais c'est les D'accord, ok. risques du métier. Depuis qu'on fait des webinars voilà, en mode confiné, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas les seuls sur la ligne, hein. Je pense que tout le monde a ressenti ça autour de la table. Alors, on va passer aux choses sérieuses, puisqu'on est quand même là pour parler de voilà, la revue des accès aux infrastructures. Sébastien, je me tourne vers toi pour introduire le sujet. Comme tu l'as dit toi-même, vous êtes intervenu à la fois sur des projets où c'était un focus plutôt infra ou des focus plutôt applicatifs. Alors, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est finalement pourquoi faire des revues sur la couche infrastructure? Quels sont les enjeux? Mon point de vue, en fait, le sujet de la revue des accès à infrastructures est important parce que la plupart des projets IAM, IGA, souvent ces dernières années, ont principalement ciblé la gestion et l'administration des droits applicatifs des utilisateurs. Et donc, tout naturellement, la gouvernance des accès s'est concentrée sur la revue de ces droits applicatifs. Alors, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que nombre de clients ont quand même lancé en parallèle des initiatives pour adresser notamment la problématique des comptes à privilèges, mais cela a souvent été fait par des équipes différentes avec des objectifs différents. Euh, L'effort a principalement porté par exemple, plus sur la sécurisation de l'accès à ces comptes privilégiés, en mettant en place par exemple des coffres-forts de mots de passe, de la rotation de mots de passe, plus que sur la véritable gouvernance de ces accès privilégiés. Et au-delà des comptes à privilèges, on constate qu'il y a d'autres typologies de comptes qui sont peu ou pas gouvernés, comme les comptes locaux sur les serveurs ou les équipements réseau, qui sont souvent pas adressés car c'est difficile à gérer. En effet, cela représente souvent peu de comptes, mais sur beaucoup de serveurs ou d'équipements. Euh, il y a aussi la gestion des identités non humaines, ça va quoi, ce qu'on appelle compte de service, les machines, les API qui se connectent aux applications et qui reste un sujet aussi à part entière, souvent peu adressé. Et le dernier point, la problématique des accès aux infrastructures cloud qui connaissent aujourd'hui forcément une forte expansion et à laquelle sont confrontées aujourd'hui toutes les entreprises. Donc tout cet écosystème de comptes plutôt techniques, qu'ils aient d'ailleurs de forts privilèges ou pas, parce que certains comptes locaux n'ont pas forcément, ça augmente significativement la surface d'attaque et c'est souvent hors du radar de la gouvernance.
Donc, d'où l'attention portée sur ce pan de la gouvernance des accès aux infrastructures qui est souvent moins bien adressé que celui des droits applicatifs et qui, par la sensibilité des comptes en question, est pour moi un enjeu majeur. D'accord. Alors, de ton côté, Alan, toi qui, tu le disais, tu as participé à un grand projet dans le domaine universitaire, qui a commencé par la couche applicative et puis qui s'est étendu sur la couche infrastructure. Est-ce que tu peux nous dire, ça a été quoi les déclencheurs pour finalement intégrer cette partie infrastructure? Je dirais que c'était surtout une volonté du client et des personnes qui le conseillaient, d'avoir vraiment une vision exhaustive de qui peut consulter, voire altérer les données applicatives. Parce qu'on a souvent tendance à considérer effectivement le socle applicatif, donc les accès des utilisateurs au travers d'applications aux données qui sont traitées, mais on oublie parfois que derrière l'application, il y a tout un pan d'infrastructure avec donc des bases de données et des systèmes d'exploitation sur les serveurs où sont déployées les bases de données pour finalement stocker et manipuler les données, je dirais, plus dans le back-end. Et donc on a comme le disait Sébastien, parfois des identités physiques ou des identités peut-être non humaines des services qui accèdent à ces données-là. Et donc si on veut avoir une vision complète finalement de qui a accès à cette donnée applicative, on doit considérer la partie infrastructure. Et donc c'est ce qui s'est passé avec ce client universitaire. Ils ont étendu, comme tu l'as dit, le périmètre de revue au pan infrastructure pour compléter la vision qu'ils avaient de qui pouvait accéder à cette donnée applicative. D'accord, donc un objectif d'avoir une vision globale sur un périmètre applicatif de qui peut accéder à la donnée, y compris en passant par les couches basses, si je comprends. Tout à fait. D'accord. Alors, Sébastien, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner comme point significatif qui traduisent en fait, quand on mène des revues, les différences entre les revues applicatives et puis les revues d'infrastructure? Qu'est-ce qui fait que les revues d'infrastructure sont assez particulières dans leur organisation et leur déroulement? Mmh, de mon point de vue, il y a plusieurs points qui différencient ce type de revue. Donc peut-être le premier, c'est effectivement le recensement déjà et l'identification de tous ces comptes et leur niveau de sensibilité. Car ces comptes, comme on vient de le dire, peuvent être déjà répartis sur des centaines, voire des milliers de serveurs, de bases de données, d'équipements réseau, qui ne sont pas toujours bien identifiés et connus. Donc ça, c'est une différence. Un autre point, c'est peut-être ce qui concerne la collecte de ces comptes, qui a pour les mêmes raisons, autant là où on peut se connecter plus facilement à une application, un référentiel de compte pour récupérer tous les droits applicatifs. La collecte, dans ce cas-là, des comptes d'infrastructure est plus délicate du fait de l'éparpillement de ces comptes à travers le système d'information. Donc c'est le deuxième point. Il y a un autre point, ça peut être aussi la volumétrie de ces comptes qui peut être conséquente en fonction des organisations, bien sûr. Donc il est primordial pour moi de le prendre en compte d'une part pour dimensionner le scope du projet et d'autre part créer des revues qui soient à la fois performantes et réalistes en termes de comptes à revoir, quoi. Et le dernier point, c'est que ces comptes sont rarement, pas toujours des comptes nominatifs, rarement des comptes nominatifs, ce qui veut dire que donc même si c'est une bonne pratique de réduire au maximum le nombre de comptes partagés locaux, on connaît toutes ces bonnes pratiques, mais souvent voilà, on peut pas tout supprimer. Et donc il faut, si on veut pouvoir revoir ces comptes, il faut pouvoir les rattacher à des propriétaires de comptes pour qu'ils puissent effectuer, auditer et contrôler qui a accès à quoi. Et cette information n'est pas toujours disponible, mais elle est cruciale pour pouvoir faire une revue d'accès. Donc pour toutes ces raisons, donc les différentes typologies de comptes à gérer, leur identification, leur volumétrie, leur éparpillement, l'absence de propriétaire, euh, toutes ces raisons font que c'est quelque peu différent d'un projet de revue applicatif classique, on va dire. D'accord. Dans lequel on manipule principalement des accès nominatifs C'est personnels. ça, exactement, exactement. Pour ta part, Alan, est-ce que tu vois d'autres différences à mentionner qui peuvent être pertinentes?
Non, je pense que Sébastien a très bien résumé, très bien résumé les principales différences qu'il y a avec les revues applicatives. J'appuierais personnellement principalement la différence qui porte sur le nombre de sources de données pour une même application. Je dirais on peut avoir 3, 4, 5, voire plus ressources d'infrastructure. Donc on a une multitude de sources à rassembler pour avoir une vision exhaustive finalement de qui peut accéder à la donnée applicative. Et puis la deuxième grosse différence que j'appuierais, que Sébastien avait également justement mentionné, qui va elle-même d'ailleurs varier selon la stratégie du client, parce que certains clients, par exemple pour une ressource d'infrastructure, vont seulement revoir la liste des comptes de cette infrastructure. D'autres clients vont avoir une vision macro des accès, donc ils vont soit prendre seulement un nombre restreint d'accès parce qu'ils sauront, ils considéreront que ces accès, principalement ceux-là, sont à haut privilège, donc à haut risque. Soit ils vont vouloir avoir une granularité beaucoup plus fine et considérer un nombre d'accès beaucoup plus gros. Et donc là, on peut se retrouver avec des volumétries encore plus importantes. Et c'est effectivement une différence aussi majeure par rapport à la revue, je dirais, applicative. Et aussi, alors ce n'est pas systématique, mais en tout cas pour le projet sur lequel j'ai travaillé, donc en Amérique du Nord pour l'université, sur le plan applicatif, on avait réussi à modéliser finalement une vision métier des accès sur les applications, ce qui n'est pas forcément facile à faire au niveau des infrastructures. Notamment sur les accès, comme le disait Sébastien, qui n'appartiennent pas à des identités réellement humaines, plus à des services qui vont avoir une multitude d'accès et qui ne sont pas forcément corrélés à un métier en particulier. Donc là aussi, ça peut poser des difficultés en termes de modélisation, en termes de compréhension même du modèle de sécurité du système. Alors, c'est intéressant et ça m'amène à passer à la question des difficultés ou des enjeux particuliers de ces types de revues. Alan, tu parlais donc de ces comptes qui ne sont pas des comptes nominatifs, qu'il faut savoir identifier, classifier, mais donc du coup, et il faut savoir interpréter quels sont les droits associés à ces comptes. Donc, qui peut faire cette revue finalement? Alors là, là, on va plus, pour le coup, être dans une stratégie de présenter la revue à un responsable technique, un responsable d'infrastructure, parce que si on présente des accès, je prends un exemple à une base de données avec la liste des privilèges pour un responsable d'équipe, je ne sais pas, une équipe d'acheteurs par exemple, un responsable d'équipe d'acheteurs, ça ne va pas être parlant. Pour autant, les accès peuvent être pertinents. Donc il y a aussi la question effectivement de qui va avoir la pertinence, la possibilité de revoir ces accès-là. Et donc peut-être que c'est une autre différence avec la revue applicative, c'est qu'on va devoir s'adresser à des personnels un peu plus techniques. Et donc ça peut poser des problématiques aussi de volumétrie, parce qu'un même responsable technique sur une ressource d'infrastructure va avoir énormément d'accès à revoir. Il ne sera pas limité à une petite partie de personnes ou de services, puisqu'on parlait effectivement des comptes techniques, des comptes de services. Donc, il risque d'avoir une volumétrie de revues conséquente. Donc, on comprend que c'est une difficulté quand on doit organiser ça. Sébastien, toi, tu vois d'autres difficultés particulières ou enjeux, en tout cas des points d'attention significatifs à mentionner sur ce type de revue? Bah, un qu'on a évoqué déjà, mais pour moi, un des premiers points, c'est effectivement la difficulté à identifier et surtout collecter l'ensemble de ces comptes, donc dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, à leur éparpillement sur le système et le nombre. Donc, pour ça, même si effectivement, comme je l'ai, je crois, déjà dit aussi, mettre en place des politiques visant à réduire l'usage des comptes partagés, de centraliser, peut-être centraliser un maximum les mécanismes d'authentification à ces comptes, comme peut-être mettre en place des mécanismes d'authentification délégués pour accéder à ces infras quand cela est possible, ou bannir tant que faire se peut l'utilisation des comptes locaux. Mais bon, il reste néanmoins qu'il faut collecter quand même l'ensemble de ces comptes. Alors, moi, de mon expérience, un des moyens de contourner cette complexité, c'est de s'appuyer sur des solutions peut-être déjà présentes dans l'entreprise,
comme soit des solutions de PAM, justement, donc de gestion de comptes à privilèges, par exemple, qui peuvent centraliser l'accès à certaines ressources critiques, ou s'appuyer sur des annuaires centralisés, comme un annuaire AD, par exemple, pour le monde Windows, ou peut-être des outils de gestion de parc, comme on avait discuté effectivement une fois aussi, pour essayer de collecter plus facilement finalement l'ensemble de ces comptes. Donc ça, c'est la première difficulté que je vois. Une autre, c'est ce que tu disais, Alan, c'est par rapport à la notion de compte non nominatif, en fait. Comment récupérer, identifier aussi un propriétaire quand le compte n'est pas nominatif. Donc là-dessus, les solutions entre guillemets que j'ai pu rencontrer, c'est soit effectivement l'entreprise a une CMDB qui liste tous les serveurs, équipements déployés sur le SI avec un propriétaire bien identifié. On peut s'appuyer sur ce type d'informations. Ou alors, dans d'autres cas, j'ai pu voir aussi des sociétés qui avaient déployé on va dire un IAM IT, c'est-à-dire effectivement comme un IAM, comme une solution d'octroi d'accès classique pour applicatif, mais pour les comptes d'infrastructure. Donc, ce qui permettait de faire des demandes via un portail, donc de tracer la demande et d'identifier un propriétaire plus facilement. Donc effectivement, quand ce type de solution est en place, ce qui n'est pas forcément souvent le cas, mais on peut s'appuyer là-dessus pour récupérer l'information de propriétaires. Et Tu m'avais mentionné aussi une notion d'identification du propriétaire à la volée. Ça veut dire quoi? Oui. Ça, effectivement, c'est quand justement on n'a pas forcément cette information disponible, ce qui, comme malheureusement, arrive assez souvent. On a eu ce cas-là effectivement chez un de nos clients où, par exemple, lors de la collecte de comptes AD, donc il y a des comptes qu'on a pu rattacher classiquement aux utilisateurs parce que c'était des comptes nominatifs, mais pour tous les autres comptes non nominatifs tels administrateurs ou des comptes de test ou ce genre de choses, nous n'avions pas l'information et donc ces comptes étaient rattachés à une organisation. Donc il a été décidé, on a pris le parti finalement de rattacher ces comptes aux responsables de l'organisation auquel ces comptes appartenaient en fait. Donc ça a permis lors du chargement dans la solution Brainwave de pouvoir taguer ces comptes-là à la volée, on va dire. C'est pas une information qu'on avait en amont, mais qu'on a pu calculer au moment du chargement pour affecter ces comptes à un propriétaire donné. Et donc le responsable de l'organisation auquel appartenaient ces comptes. Et c'est le responsable de l'organisation qui fait la revue de ses comptes après? De fait, ouais. Exactement. Ok. Alan, est-ce que tu as des recommandations à faire pour assurer le succès d'une initiative de revue des comptes d'infrastructure? Alors des recommandations, oui, peut-être basées sur ce qu'on a finalement sur l'expérience qu'on a eue sur les différents projets sur lesquels on était amené à travailler. Ce qui nous a énormément aidé, je dirais, sur le projet nord-américain dont on parlait précédemment, c'est d'avoir construit finalement un lien entre le pan applicatif et le pan infrastructure. On était capable, à partir d'une application ou d'une liste d'applications, d'avoir la liste exhaustive des ressources d'infrastructure qu'on doit intégrer à notre périmètre de revue. Et C'est la ça, CMDB qui vous a fourni cette information ou... alors non, pour le coup, c'était vraiment en travaillant avec le client qu'on a pu identifier ce lien-là. Vous avez Mais construit effectivement, on pourrait le utiliser la référentiel? SMDB, j'imagine. Exactement, on a construit un référentiel. Alors c'est vrai que c'est un gros travail, hein, mais c'est un travail qui est extrêmement intéressant pour la poursuite du projet parce que finalement, définir un périmètre de revue restreint directement au niveau infrastructure, pardon, c'est compliqué. Mais si on est déjà capable, ce qui était le cas pour nous, de le faire au niveau applicatif, avoir un lien entre chaque application et ses ressources d'infrastructure, en fait, une fois qu'on a ce lien, la construction du périmètre de revue est déjà faite. C'est-à-dire que on sélectionne notre périmètre applicatif comme on le faisait précédemment, et ça nous donne directement la liste des ressources d'infrastructure dont on doit revoir les accès. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque je le rappelle, l'idée, c'était quand même de compléter finalement
notre visibilité de qui a accès à quoi sur ces applications-là. Donc on resélectionne notre périmètre applicatif et on le complète par le périmètre au niveau infrastructure. Ce qui est intéressant aussi, c'est bon, peut-être qu'on va un petit peu plus loin que la revue, mais c'est dès la construction du processus de revue de penser révocation, déprovisionnement. C'est-à-dire que on construit notre processus de revue des accès, mais on doit être conscient que derrière, ça va aboutir potentiellement à du déprovisionnement d'accès. Et donc, on doit, dans le cadre de la construction du processus de revue des accès, considérer les informations qui vont être primordiales pour nous pour pouvoir aller déprovisionner les accès sur les ressources d'infrastructure, sachant qu'on a une très grande hétérogénéité au niveau des ressources d'infrastructure. Ça peut être des comptes sur des systèmes d'exploitation, sur des bases de données, parfois sur des équipements réseau. Et donc, pouvoir identifier à chaque fois pour tel modèle de sécurité lié à tel type de ressources d'infrastructure, quelles informations vont nous permettre finalement de proposer un déprovisionnement. C'est extrêmement important d'y penser pendant la construction du processus de revue. D'accord, merci. C'est intéressant cette mention effectivement qu'on oublie parfois que la revue ne s'arrête pas au moment où on a fait un rapport avec un coup de tampon, mais que derrière tous les problèmes qu'on a détectés, il faut être en mesure de pouvoir les corriger, sinon on n'a pas beaucoup fait avancer le schmilblick. Sébastien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette partie facteur clé de succès ou recommandation pour réussir sa revue des infrastructures? Moi, j'ai identifié deux points. Déjà, le premier, c'est déjà de bien définir le scope et la typologie des comptes à revoir. La profondeur aussi des contrôles qu'on veut mener, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la nature des droits à revoir qui peuvent être très différents d'un système à l'autre. Et en fonction de la profondeur de ce qu'on veut auditer, ça change quand même le périmètre de la revue. Donc, si on prend l'exemple de l'AD, par exemple, ou de répertoire partagé, on peut revoir juste les comptes d'accès Active Directory, mais on peut aussi revoir les groupes qui donnent des droits sur différents assets, mais aussi les ACL et peut-être détecter des ruptures d'héritage. Ça peut aller assez loin dans le. Ça dépend du niveau, de la profondeur à laquelle on veut faire la revue. Donc ça, il faut que ça soit très clair au début parce que ça change quand même beaucoup de choses. Et le deuxième point, je dirais s'appuyer en tant que faire se peut sur des solutions existantes, parce que je l'ai déjà dit, qui centralisent l'information de compte et l'information de propriétaire, par exemple, pour réduire le nombre de systèmes à collecter, en fait. Donc, si on peut s'appuyer sur un annuaire centralisé ou une solution de PAM ou un outil de gestion de parc, vraiment réduire un maximum le nombre d'interfaces pour réduire. Sinon, il y a la solution Et que tirer proposait aussi parti Alan en des ayant fait un données. travail en amont, effectivement, de cartographie pour pouvoir faciliter la revue derrière. Et j'imagine pour tirer aussi parti au maximum des données qui sont déjà existantes dans les différents systèmes ou dans les middleware. Tout à fait. Éviter de réinventer la roue à chaque fois. C'est ça. Vous qui êtes chez BT des spécialistes de l'IAM, donc tu as mentionné une idée qui était le fait d'avoir quelque part un système de gestion d'identité dédié à la gestion des accès d'infrastructures pour avoir une meilleure traçabilité des propriétaires, etc. De façon générale, comment s'articule en général chez les clients cette notion de système de gestion d'identité d'une part, et puis de l'autre côté les comptes à privilèges. Et est-ce qu'on peut faire de la revue de compte à privilèges avec son système IAM finalement? Alors, moi, ma vision, c'est que je pense que c'est quand même une bonne stratégie de prévoir, comme pour les accès applicatifs, d'avoir une sorte d'IAM pour les accès d'infrastructure. Parce que avec donc, comme je disais, un portail de demande d'accès, des approbations, tracer les demandes, savoir donc avoir l'information de propriétaire du compte, ce genre de choses. Après que ça soit fait dans un IAM dédié pour les comptes d'infra ou que ça peut même parfois, on l'a vu chez certains clients, être intégré à l'IAM plutôt applicatif, classique. Finalement, peu importe. Déjà, ça permet quand même d'avoir une meilleure maîtrise de ce type d'accès et aussi une meilleure qualité de données, donc ce qui va faciliter grandement la revue d'accès par derrière.
Mais pour autant, c'est vrai que le fait de gérer donc le provisioning de ces accès via une solution d'IAM, ça ne dispense pas de faire une revue d'accès des comptes d'infrastructure pour avoir un bon niveau de sécurité et pour être conforme aux réglementations. Donc, par exemple, moi j'ai un exemple chez un de nos clients, on a intégré effectivement les demandes d'accès au compte d'administration des serveurs de nombre de ce serveur critique dont l'accès était contrôlé par une solution de PAM. Et on a intégré donc les demandes d'accès à ces comptes dans la solution d'IAM applicatif qui est utilisée pour les users classiques. Et donc, voilà, outre le fait que ça rationalise quand même la demande d'accès, par ailleurs, cela n'empêche pas de lui lancer régulièrement des revues de gouvernance via la solution Brainwave en l'occurrence, sur le périmètre de ces comptes gérés dans la solution de PAM. Donc c'est pas, pour moi l'un ne remplace pas l'autre, c'est complémentaire en fait, mais disons que ça assure une meilleure qualité de données, mais par contre c'est pas forcément suffisant pour être sûr d'avoir donc ça dispense pas de faire une revue de compte sur ces comptes d'infra. Ok, c'est très clair. On voit bien la complémentarité entre les deux outils. Est-ce que ça veut dire que vous avez utilisé l'information d'IM comme source pour la revue également? Dans ce cadre-là, oui, on a intégré les informations d'IAM dans la solution Brainwave pour faciliter la revue. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, ce qui fait que comme ça, on a l'historique de qui a demandé, etc., qui évidemment peut être une information utile pour le réviseur. Alan, peut-être une dernière petite question. Toi aussi, comment ça s'est passé cette intégration système IAM et puis système de revue? Est-ce que d'abord il y avait une intégration sur la couche infrastructure? Comment tu vois les choses? Alors, on était assez décorrélés, en tout cas du système IAM au niveau de l'infrastructure. Pour le coup, on n'avait pas un client qui était très mature, en tout cas à ce niveau-là. Là, je dirais que rassembler les accès, ça a été facilité parce qu'on avait enfin, en tout cas, le client avait une solution de gestion de parc qui nous a permis d'identifier l'ensemble des ressources d'infrastructure. Ensuite, comme je l'ai dit, on a tissé un lien en travaillant avec le client justement pour retrouver ce lien que lui n'avait pas forcément, en tout cas pas à jour. Mais on n'a pas pu s'appuyer en tout cas sur une solution d'IAM enfin, pour ce client-là, pour le pan infrastructure en tout cas. D'accord. Ils n'avaient pas déployé cette partie, enfin, ça ne couvrait pas, la solution d'IAM ne couvrait pas ce périmètre des comptes d'infrastructure, c'est ce que tu dis? Non, non. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Sébastien a dit plus tôt, qui est très intéressant, c'est que certains clients, effectivement, en tout cas, ont tenté enfin, de se séparer de tout ou partie des comptes locaux. Pour le coup, dans le cadre de ce client-là, on avait majoritairement des comptes locaux. Donc, les problématiques aussi qu'on a rencontrées avec ce Mmh. client, c'est retrouver finalement le propriétaire du compte, c'était extrêmement compliqué. Et de toute façon, à partir du moment où on a énormément de comptes orphelins, enfin, je pense pas que la solution, si on avait eu une solution d'IAM, elle nous aurait sorti peut-être sur petite partie de l'infrastructure, mais on avait tellement de comptes locaux que on n'aurait pas pu s'appuyer dessus, en tout cas Mmh. au début du projet. Bien sûr. OK. Et donc la revue elle-même a permis d'améliorer cette situation? A-t-elle permis? Oui, et d'ailleurs, effectivement, et d'ailleurs, on y est allé, je dirais, c'était un client nord-américain, donc il y avait des problématiques SOX aussi dans la construction du processus de revue. Donc il faut dire aussi qu'on y est allé par partie, même si on a tout de suite fait face à une forte hétérogénéité dans les modèles de sécurité des ressources d'infrastructure. On avait déjà de la base de données, du système d'exploitation, et même dans les systèmes d'exploitation, du Unix, du Windows. Donc on avait beaucoup de choses à analyser, à comprendre et à retranscrire dans le cadre de la revue. Mais effectivement, en y allant par petits bouts, finalement, on a réussi à s'en sortir et au fur et à mesure, en parallèle de l'identification des accès, retrouver la liste des propriétaires, faire du nettoyage aussi parce que potentiellement il y avait des comptes orphelins qui n'étaient finalement
potentiellement pu utiliser ou qui n'avaient pas lieu d'être. Donc ça permet aussi en amont, en construisant le processus de revue des accès, de faire une partie nettoyage qui peut d'ailleurs être intéressante dans le cadre d'un projet avant la construction du processus de revue, parce que comme on dit, hein, garbage in, garbage out. Donc si on a énormément d'accès qui polluent notre infrastructure, le processus de revue va être extrêmement complexe et on va se retrouver avec des tâches de revue immenses. Ce sera un travail de titan. Donc effectivement, faire la revue des accès d'infrastructure, ça peut permettre, et je dirais même, ça peut obliger justement à reconstruire et retrouver ce lien vers l'identité, qu'elle soit humaine ou non humaine, comme le disait Sébastien. Très intéressant. Merci, merci Alan. Merci également à Sébastien pour ce débat très intéressant. Je surveille en même temps l'horloge et je vois que on est on time. Je vais prendre quelques instants pour résumer quelques points clés issus de ce débat et évidemment issus de l'expérience accumulée par Brainwave sur les projets qu'on a pu faire pour nos clients. En guise de synthèse, mais aussi pour vous donner l'occasion de poser vos questions dans GoToWebinar. Donc, dans le panel de GoToWebinar, vous avez une section questions. Vous pouvez nous interpeller et poser des questions à nos deux panélistes. Donc, voilà, j'enchaîne ma synthèse, les points clés, et tout de suite après, on passe à vos questions pour conclure ce webinaire. Alors, mon premier point clé, c'est l'enjeu de réfléchir et de planifier, de bien définir le périmètre de sa revue. Donc, quand on veut se lancer dans de la revue périodique des accès. Je reprends aussi l'expression de profondeur de la revue. Je pense que Sébastien, c'est toi qui en as parlé. Est-ce qu'on fait une revue uniquement de la couche applicative? Est-ce qu'on fait une revue d'accès aux données, voire aux infrastructures, jusqu'au réseau potentiellement, pour être capable de couvrir tout le périmètre de tous les composants impliqués dans finalement la délivrance du service applicatif? C'est particulièrement vrai sur évidemment des services applicatifs critiques, hein, les ERP par exemple. Et pourquoi se focaliser sur l'infrastructure particulièrement parce que les infrastructures, c'est globalement un niveau de risque très élevé. C'est beaucoup d'accès à privilèges, c'est beaucoup d'accès anonymes, comme on l'a dit, des comptes de service, des comptes techniques, des comptes génériques, etc. Qu'on a du mal à rapprocher d'un utilisateur, qu'on a du mal à rapprocher d'un usage, parfois avec l'accumulation de comptes historiques qui ne sont plus documentés ou dont la documentation a été perdue au fil du temps. Alors évidemment, la revue des accès, c'est aussi un moyen de reconstituer cet historique et de nettoyer les données au fur et à mesure, comme le mentionnait Alan. La deuxième idée, c'est que la planification et l'organisation des revues d'infrastructure doit être faite avec une stratégie qui est différente de celle des revues applicatives. C'est quand même des types de revues assez particuliers. Modèle de sécurité qui est très différent des applications métiers, une grande hétérogénéité, comme on l'a dit, toutes sortes de systèmes, du Windows, de Unix, des middleware comme le Privilege Access Management pour gérer les comptes d'accès, du on-premise et du cloud, plein de concepts différents à revoir en fonction de la granularité de l'analyse qu'on veut mener. Des comptes, des groupes, bien entendu, des comptes de domaine, des comptes locaux, mais également des ACL, des droits sudo dans les serveurs Unix, etc., etc. Ce qui fait poser la question de savoir qui va réviser ces accès, qui est en mesure de prendre des décisions légitimes, informées, en consultant ces informations qui sont globalement d'une nature très, très technique et pas toujours facile à appréhender. Nous avions un client qui nous donnait comme témoignage que un des critères clés de succès dans son organisation, c'était de réussir à avoir une équipe de réviseurs stable dans le temps, parce que quand un nouveau réviseur arrive sur le périmètre des revues d'infrastructure, la première fois, il en bave. C'est dur. Voilà. Pour terminer, les points de vigilance, très
très simplement, et sans paraphraser tout ce qui a déjà été dit par nos panélistes, hein, mais on observe, nous, que les accès aux infrastructures ne sont pas toujours bien compris, ne sont pas toujours bien contrôlés ou revus, qu'il y a une accumulation à la fois de comptes et de droits affectés à ces comptes, sans que personne ne sache trop pourquoi, et avec le syndrome du bon, tant que ça marche, j'y touche pas parce que je n'ai pas envie de prendre le risque de mettre mon business en péril. Simplement, gardez en tête que c'est devenu vraiment un terrain de jeu de prédilection pour les auditeurs, les commissaires aux comptes de tout poil, qui se sont bien rendus compte évidemment que le niveau de risque était très élevé et que c'était pas forcément très bien géré, et donc passent beaucoup de temps à aller regarder ce qui se passe dans la couche infrastructure. Donc c'est l'année 2021 et peut-être l'année voilà, où il faut lancer une initiative pour se dire allez, on va essayer de reprendre un peu en main cette couche infrastructure, les comptes locaux, les comptes d'infra, pour mettre de l'ordre dans tout ça au travers d'un mécanisme de revue. Bien entendu, vous nous connaissez, Brainwave, nous offrons une solution de revue que je qualifierais de polyvalente parce que justement elle va permettre de traiter toute la pile, tout le périmètre des actifs informatiques, depuis les applications jusqu'à la donnée, en passant par l'infrastructure, bien entendu, et vous aidera à la fois à automatiser vos contrôles et à mener vos campagnes de revue sur l'ensemble de ce périmètre. Voilà, je vous épargne le slide qui rappelle qui est Brainwave. Je vous engage à jeter un coup d'œil à ces prochaines dates de webinaires avec encore des retours d'expérience, Wavestone sur du role mining le 4 mars, des stratégies de revue de droit d'accès assez originales le 11 mars, et puis carte blanche à un client ADP le 24 mars, qui viendra nous présenter comment ils ont mis en place leur organisation de revue périodique des accès. Voilà, le webinaire touche à sa fin. En tout cas, voici la dernière étape. Je vais consulter vos questions. Il vous reste quelques instants pour soumettre vos questions si vous le souhaitez. J'ai une question à qui je peux l'adresser, à Sébastien peut-être. Une question qui est finalement, alors c'était mentionné dans un de mes slides, on-premise et cloud, donc autrement dit les systèmes infrastructure et l'infrastructure hébergée sur le système d'information du client, et de plus en plus des systèmes qui vont dans le cloud. Alors comment ça se passe pour les systèmes qui vont dans le cloud, Sébastien? Est-ce que ça simplifie la donne finalement? Bah, ça a sûrement plein d'avantages. De toute façon, voilà, le sujet n'est pas cloud ou pas cloud. Je pense que tout le monde y va, toutes les entreprises y vont. Mais par contre, effectivement, ce qu'on constate, nous, c'est que voilà, beaucoup d'entreprises y vont de fait. Bah, ça a commencé beaucoup avec Office 365, mais bon, voilà, pas que. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'effectivement, l'octroi de tous ces accès cloud est fait et géré, souvent pas via les process d'IAM classiques ou via les outils d'IAM qui sont déjà en place dans l'entreprise. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu ou pas d'initiatives de gouvernance de ces accès. Donc, je pense que ça va être un des problèmes majeurs à venir, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, c'est quand même des accès sensibles. Donc, il faut forcément les revoir et les contrôler, les maîtriser, quoi. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui est pas Quelque chose encore. que vous avez déjà rencontré chez des clients, ces problèmes? Oui, on a déjà discuté avec des clients qui ont ce type de problème. Par contre, moi, à ma connaissance, j'ai peu d'initiatives de projets de gouvernance de ces accès cloud aboutis, quoi, et matures. D'accord. De mon expérience. Donc, on met en place le cloud et on se rend compte a posteriori qu'il y a un trou dans la raquette. Ouais, c'est récent.
Ok, merci. J'ai une deuxième question qui est, auriez-vous de la documentation sur les conseils évoqués? Alors, je vais peut-être y répondre d'abord et puis je vous laisserai la parole si vous avez des suggestions supplémentaires. D'abord, vous recevrez, comme d'habitude, le replay de ce webinaire. Et je demanderai peut-être à ce moment-là à l'équipe d'insérer également avec le replay des liens vers des documents qui sont disponibles sur notre site web, sur le mécanisme de revue et voilà, la technologie Brainwave. En ce qui concerne spécifiquement le sujet de la revue des infrastructures, pour ma part, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cette session, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de littérature, assez peu de choses existantes. Sébastien, Alan, est-ce que vous avez des pointeurs, des suggestions par rapport à cela? Alan, peut-être? Non, je sais pas. C'est pas évident, hein. Il y a pas, il y a, Alors, bon, je suis voilà, d'accord sur le fait qu'il y a très peu effectivement, de littérature sur le sujet, justement, parce que c'est pas forcément les revues d'infrastructure qui sont considérées en première. Nous, effectivement, en interne, on capitalise énormément sur les projets qu'on mène et donc on commence à avoir beaucoup de rétex sur les problématiques qu'on a rencontrées et finalement je dirais les choses qu'on ferait peut-être différemment sur de nouveaux projets qui arriveraient, ce qui finalement fait office de conseil pour nous-mêmes. Alors, on ne partage pas forcément toutes les informations, mais bon, il faut le dire aussi, il y a des articles d'experts qui sortent de temps en temps sur notre blog, donc peut-être jeter un œil à notre blog sur le site de Brainwave pour avoir quelques informations complémentaires. Et puis, et puis je dirais qu'effectivement, si on a quelques sources qui nous ont aidés au travers des projets, on n'hésitera pas à les partager je pense avec le retour sur le webinaire. on peut conseiller à l'audience, à notre audience aujourd'hui, de te contacter directement pour approfondir le sujet. J'en profite, je rebondis sur donc 24 mars, le témoignage de Pierre Dumas chez ADP, hein, puisque ADP, vous n'êtes pas sans savoir que ADP, c'est un énorme fournisseur de services de paye, société d'origine américaine qui utilise Brainwave maintenant depuis 4 ans pour l'ensemble de ses revues worldwide. Et donc, gestionnaire de paye manipule beaucoup de données clients, beaucoup de données personnelles, beaucoup de grosses bases de données. Donc, il y a bien tout un périmètre qui est la revue de l'infrastructure. Donc, je suis persuadé que Pierre aura l'occasion de revenir sur cette spécificité de la revue de la couche infrastructure durant le webinaire du 24 mars. Donc, je vous engage à noter et à vous inscrire. Je pense qu'on peut s'inscrire dès maintenant sur notre site web avec l'URL qui est indiquée en bas. Ce sera la fin de notre webinaire. Nous sommes juste à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à Sébastien, merci à Alan pour ce débat passionnant. Comme je vous l'ai déjà dit, tout le monde recevra le replay du webinaire. Et puis, bien entendu, ces échanges, ces webinaires, c'est avant tout l'occasion de lancer un débat et de partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à rebondir et à nous solliciter, à nous contacter au travers du site web, à contacter notre partenaire BT, que je remercie à nouveau pour sa participation aujourd'hui, pour vous accompagner dans vos réflexions sur la revue des accès d'infrastructure. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci et bonne soirée à tous.